Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire où nous allons parler de vidéoprotection, de données personnelles, d'intelligence artificielle et de liberté publique. La vidéoprotection, comme l'intelligence artificielle, fait partie de ces secteurs où la technologie avance souvent beaucoup plus rapidement que la législation et même que l'acceptation sociétale pour ce type de technologie. Ce phénomène est encore accentué lorsqu'on va mélanger les deux, c'est-à-dire lorsqu'on va combiner les caméras avec l'intelligence artificielle pour créer de nouveaux services, comme peuvent l'être par exemple la gestion des places de parking grâce à l'image, la détection de dépôts sauvages de déchets, ou encore le contrôle de la jauge ou de la distanciation sociale dans les lieux publics ouverts ou fermés. Ce décalage entre les avancées de la technologie et l'acceptation sociétale donne souvent des inquiétudes et des incompréhensions. Ces inquiétudes et ces craintes sont parfois renforcées par la mise en lumière d'exemples comme ceux du contrôle social dans certains pays ou de la reconnaissance faciale utilisée massivement, donc qui font craindre, qui suscitent des controverses auprès du public, mais qui ne correspondent en rien aux pratiques que l'on a en France et en Europe. Cela nous amène à nous poser la question qui est celle du titre de ce webinaire: comment pousser la vidéoprotection au-delà de la sécurité tout en respectant les données personnelles et les libertés publiques? Pour apporter des éléments de réponse à cette question et à beaucoup d'autres, j'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui sur ce plateau un panel d'experts tout à fait exceptionnel. Donc j'ai le plaisir de vous le présenter. Je commence par Émilie Coquel, qui est avocate chez Parme Avocat. Vous êtes spécialiste du numérique, vous suivez les collectivités sur les sujets numériques globalement et sur la data en particulier. À ses côtés, Germain Dupont, qui est maire de Tigéry, donc une petite ville dans l'Essonne d'un peu plus de 4000 habitants, et pas moins de 4000 habitants, comme je le pensais. Donc voilà, c'est une ville en pleine croissance, donc à proximité de la forêt Sénart. Germain Dupont est également vice-président de l'agglomération Paris-Sud. À ma droite, Thomas Dautieux, qui est directeur de la conformité à la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, laquelle CNIL a deux divisions, une qui s'occupe un petit peu du contrôle et de la sanction en cas de non-respect du RGPD par exemple, et une autre qui s'occupe de la conformité, c'est-à-dire d'accompagner les entreprises et les organisations dans leur souhait de se mettre en conformité justement avec la loi. Donc vous faites partie de cette partie-là, donc pas du bâton, mais plutôt la carotte, on va dire, si je peux me permettre. Comme ça. Sur ma gauche, Guillaume Charon, qui est directeur de marché secteur public et Smart City chez Genetec. Dans Genetec, une société d'origine canadienne qui a des compétences très variées dans le domaine de la sécurité, de l'IP, mais plus particulièrement dans les vidéoservices, donc qui viennent se rattacher à la Smart City, des vidéoservices qui vont se greffer derrière les caméras. Et les caméras sont faites par Philippe Hennen, donc qui est directeur de projets commerciaux France chez Panasonic. Donc vous fabriquez des caméras, entre autres, et maintenant des caméras qui intègrent elles-mêmes l'intelligence artificielle. Donc on va parler de tout cela. Alors, avant, juste un petit rappel pour nos auditeurs. Vous connaissez la pratique du webinaire. Si vous avez des questions, posez-les s'il vous plaît dans le chat ou dans la petite icône questions-réponses que vous allez trouver sur votre interface Zoom. On prendra les questions à la fin. Alors pour commencer, je vais me tourner vers Guillaume Charon et Philippe Hennen. J'aimerais qu'on jette un petit coup d'œil sur l'état de l'art afin de comprendre ce qu'on peut faire de nouveau aujourd'hui avec les caméras de vidéoprotection et l'intelligence artificielle. Et en partant de là, qu'est-ce qu'on peut espérer comme nouveau service pour les collectivités? Philippe Hennen, pour commencer. C'est une question très intéressante parce que de la vidéoprotection, de la vidéosurveillance ou les caméras en tant que telles, ça fait plus de 60 ans qu'on en fabrique, qu'on en déploie. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Il y a eu un boom il y a une quinzaine d'années à peu près, mais bon, ça fait plus de 60 ans quand même qu'on en fabrique. Aujourd'hui, on arrive vraiment à un tournant avec la partie analyse d'image et entre autres l'analyse d'image embarquée dans la caméra. Où on va pouvoir utiliser cette infrastructure de vidéoprotection qu'on va avoir dans des villes pour justement ne pas faire que de la vidéoprotection, mais par exemple faire de la gestion de trafic avec du comptage, faire une distinction entre le nombre de voitures, le nombre de poids lourds, le nombre de deux roues qui sont passés dans un sens ou dans l'autre.
aller peut-être un peu plus loin en utilisant encore une fois des caméras qui filment le trottoir pour détecter des dépôts sauvages ou tout simplement une personne qui tombe et qui tout d'un coup ne bouge plus sur le trottoir, qui aurait fait un malaise par exemple. On pourrait aussi avoir une caméra qui prendrait la ville un peu plus dans son ensemble et qui ferait de la détection de départ de feu, de la détection de départ de fumée. Si la ville en question n'a pas forcément l'habitude, n'a pas d'usine ou autre, et n'a pas forcément l'habitude d'avoir des fumées qui s'en dégagent de manière générale, on va dire. Mais on peut aussi utiliser ces caméras sur une partie plus audio pour le coup, en tant que pur capteur, et pas forcément avec un retour audio et écouter ce qui se passe, mais une caméra dans un parking un peu sombre, à l'abri des regards où il ne va pas avoir beaucoup de monde, va pouvoir faire de la détection de bris de glace, de la détection de potentiellement quelqu'un qui serait en train de crier. Ça n'écoute pas en permanence, ça se déclenche lorsqu'il y a un son, un pic de son, c'est ça ? Alors, ça ne se déclenche pas, c'est une alarme qui est envoyée. Donc, on n'envoie pas le son, la caméra, c'est un capteur. D'accord. Sauf qu'elle va analyser le son, elle va dire, attention, il y a eu une détection de bris de glace. Elle va demander à l'opérateur de regarder la caméra en question. Enfin, va attirer l'œil de l'opérateur vers cette caméra sans lui donner le retour audio. Guillaume Charon, comment Genetec participe-t-il à ces services ? Alors, nous, on est éditeur de logiciels, donc notre rôle, c'est de remonter la bonne information, que ce soit une image ou un capteur, et l'envoyer à la bonne personne. Donc, je pense qu'il y a deux choses qu'on peut amener aujourd'hui dans les évolutions de la technologie. La première, c'est sur les investissements qui ont déjà été faits. Les villes ont investi sur des fibres, elles ont investi sur les systèmes de vidéoprotection, elles ont investi sur des équipes pour exploiter tout ça. Donc déjà, on peut travailler sur l'efficience. Donc amener des outils, il y a beaucoup de procédures, on peut numériser les procédures de manière à aider l'opérateur à tout simplement prendre les bonnes décisions dans un cadre. Et ça devient vraiment stratégique parce qu'on a peut-être augmenté ou multiplié le nombre de caméras, mais en réalité, comme vient de le dire Philippe, on augmente de plus en plus le nombre de capteurs. Donc ça va être très compliqué pour un opérateur à un moment de prendre les bonnes décisions. Alors bien sûr qu'il doit gérer la vidéoprotection, mais peut-être qu'il a quelques interphones à gérer dans un parking, il a peut-être les zones piétonnes à gérer l'accès des véhicules dans les heures où les zones piétonnes sont ouvertes, il peut avoir des centrales d'alarme à gérer dans des bâtiments publics. Donc déjà, la première chose, c'est le fait d'unifier tous ces systèmes de sûreté, faire que l'opérateur reste devant le même système et lui amener les procédures qui ont été travaillées en amont pour qu'il prenne les bonnes décisions. Oui, c'est un vrai problème d'avoir un mur d'images avec des dizaines de caméras. Je pense qu'au bout de quelques heures, l'attention de l'opérateur pour professionnel qui soit, finit par retomber. Exactement. Donc ça, c'est en termes de vraiment pure vidéoprotection, c'est sûr qu'il y a une lassitude au bout d'un moment. Alors les opérateurs sont de plus en plus formés, ils ont des compétences particulières pour gérer ça, mais ils ont aussi peut-être un peu la radio ou le téléphone pour discuter avec les équipes à côté. Ils ont peut-être un système d'interphonie encore à côté, donc ils ont un bureau très chargé avec 2, 3, 4 systèmes. Bon, il y a sûrement une perte de temps, et là, il y a un outil unifié peut permettre un peu plus d'efficacité. Et puis la deuxième chose, c'est on rajoute des capteurs. Alors des capteurs, pourquoi pas, de dépôt d'ordures, d'analyse d'images, d'intelligence artificielle, qui vont amener plein d'informations. Et qu'est-ce qu'on fait de ces capteurs ? Alors, nous, on doit les remonter, ces informations, et puis surtout rendre ces données un peu plus fiables. Dans le sens où on peut corréler des données. Pourquoi pas récupérer des informations comme quoi il y a un bouchon, parce qu'il y a beaucoup de véhicules, tout simplement remontant la boucle au sol d'un feu rouge. Il y en a depuis des années installés. En même temps, la caméra peut dire j'ai détecté qu'il y a une dizaine de véhicules, et en même temps j'ai un capteur d'eau qui me dit tiens, j'ai l'eau qui monte très élevée dans les égouts. Donc peut-être à nous de remonter l'information, de faire apparaître l'image et permettre à l'opérateur de dire il y a tout simplement un début d'inondation sur tel type de carrefour. Donc je pense que c'est ça, entre guillemets, le système de sûreté de demain. On est bien au-delà de la vidéoprotection, c'est d'amener de plus en plus d'informations. Alors, on l'a dit, c'est tout simplement des informations qui, cette fois-ci, ne sont pas à destination des opérateurs sur les parkings. Pourquoi pas donner à l'administré très facilement l'information du taux d'occupation des parkings ? Ça se fait depuis des années. Mais de nouveau, profitons de ces capteurs, profitons de ces caméras, et puis essayons de corréler les données, de les envoyer aux bonnes personnes, l'opérateur de sûreté, l'opérateur qui gère les sources piétonnes,
la personne qui va ramasser les ordures ou peut-être l'administrer sur cette petite application de la ville. Il sait très bien le taux d'occupation des parkings ou vers d'autres opérateurs, pour ne pas les citer, Waze ou d'autres, pour donner des informations de manière à ce que les véhicules passent un petit peu moins de temps à rouler, donc à chercher des places. Et ça, c'est un petit point d'efficience qui peut être sympa pour tout le monde en termes de pollution. Et pour l'environnement. Et pour l'environnement, tout à fait. La pollution est un sujet intéressant aussi. Donc on l'a vu, on peut remonter des capteurs de CO2. Qu'est-ce qu'on fait de cette donnée? Le collège, le lycée remonte une information. Très bien. On peut fermer la circulation peut-être ou limiter la circulation. Voilà, informer qu'il faut peut-être aérer. Donc, c'est vraiment ces usages-là qui sont les usages de demain. Et avec cette problématique, il va falloir un petit peu anticiper toutes ces procédures et dire à l'opérateur ce qu'il doit faire. Et c'est peut-être pas le même opérateur qui gère les parkings que celui qui gère la vidéoprotection ou celui qui gère les niveaux 2 ou la pollution dans une ville. Philippe Hennen, vous avez évoqué tout à l'heure le terme d'analyse d'image, donc qui fait souvent l'objet de débats, puisqu'elle est associée très souvent à la reconnaissance faciale. Est-ce quelque chose de communément demandé par les communes, ce système d'analyse d'image? Et la reconnaissance faciale, on sait que c'est très encadré, même carrément interdit, donc on en reparlera tout à l'heure. Mais est-ce que les collectivités sont demandeuses de ce type de fonction? Si vous voulez, l'analyse d'image, alors on parlait des nouveautés sur ce que ça apporte de nouveau, en plus de la partie sécurité, mais sur une partie sécurité, aujourd'hui, l'analyse d'image va clairement, qu'on soit dans une commune qui ait des opérateurs vidéo ou dans une commune qui n'en ait pas, dans les deux cas, va apporter un gain de temps énorme sur cette partie recherche et investigation a posteriori. Alors, dans le cas où on est sur une commune avec des opérateurs, on aurait potentiellement un opérateur qui serait dédié à la réception d'alarmes. Cet opérateur, à la place de regarder des images où il ne se passe pas grand-chose, comme on disait tout à l'heure, il y a des murs d'images avec des dizaines, voire des centaines de caméras qui peuvent être affichées. À la place d'avoir des opérateurs qui ne savent pas trop où regarder, alors ils ont leur connaissance de la ville, bien sûr, ils savent quels sont les sites, les lieux qu'ils doivent monitorer le plus. Mais malgré ça, la plupart du temps, il ne se passe pas grand-chose. Et ben, on va utiliser cette analyse d'image pour leur remonter les informations les plus pertinentes, les plus qualifiées. Alors l'information, ça peut être un véhicule qui prend un contresens, ça peut être un véhicule dans une zone piétonne ou sur une place. Ça peut vraiment être des choses très basiques, parce qu'aujourd'hui, la caméra en elle-même, de manière très simple, va pouvoir faire une première catégorisation et faire la distinction entre un être humain, un véhicule et un deux roues. Et on va pouvoir très facilement faire des zones virtuelles dans l'image en disant ici, il est censé y avoir que des êtres humains, s'il y a un véhicule ou un deux roues, on va être alerté. Alors, l'opérateur est alerté, ça ne veut pas dire qu'il y a tout de suite 4 voitures de police qui arriveront sur place. Après, c'est à l'opérateur de regarder ce qui se passe, de qualifier et de dire c'est normal, c'est pas normal, et de voir avec des collègues pour intervenir ou pas. Là, on serait dans un cas avec opérateur, on enverrait des informations préqualifiées à l'opérateur de manière à ce que ce qu'il ait à regarder soit, je ne vais pas dire 100% du temps intéressant, mais soit le plus intéressant possible pour lui. Après, il y a aussi des villes où il n'y a pas forcément d'opérateur, où on va avoir beaucoup plus un travail de recherche et d'investigation a posteriori. Et là, encore une fois, cette simple distinction entre un être humain, un véhicule, un deux roues, va pouvoir aider dans la partie recherche-investigation à gagner du temps. Si on recherche quelqu'un dans une zone piétonne entre 2h et 6h du matin et qu'il n'y a potentiellement qu'une seule personne qui est passée, ça pourrait prendre peut-être des heures de relecture, sachant qu'il n'y a pas qu'une seule caméra, il y en a peut-être une vingtaine, un opérateur pour faire ce travail. Alors que de simplement dire au système « remontez-moi que les images où il y a eu un être humain qui est passé », et cette fois-ci, en une vingtaine de secondes, même pas, on va avoir un retour sur tous les êtres humains qui sont passés dans cette zone piétonne entre 2h et 6h du matin où, normalement, il n'y a personne. Mais on peut même aller plus loin, parce que là, je prends un exemple où il n'y avait pas grand monde. Mais s'il y avait plus de monde qui serait passé, aujourd'hui, on est même capable d'aller un peu plus loin dans le sens où la caméra va pouvoir sortir ce qu'on va dire des attributs sur les personnes, donc sur les couleurs des vêtements, sur le type de vêtements, sur une direction empruntée, et
a posteriori, encore sans avoir fait de réglage particulier, de zone particulière ou autre, on va pouvoir dire je cherche un être humain, mais qui est parti de la gauche vers la droite ou du bas vers le haut dans l'image. Et qui n'est pas rattaché à une identité non, déclarée. On parle vraiment d'une direction ou alors d'une couleur de vêtements, mais il n'y a pas d'histoire de silhouette ou de morphologie, vraiment une couleur de vêtements. On cherche quelqu'un avec un t-shirt rouge ou avec un manche longue rouge, par exemple. Okay. Guillaume Charon, la vidéoprotection et ses nouveaux services génèrent et collectent des données, beaucoup de données. De quelles données parle-t-on et comment sont-elles exploitées? Par qui sont-elles exploitées? Est-ce que c'est seulement les opérateurs qui sont au CSU, donc au Centre de supervision urbaine, ou est-ce que ça va ailleurs? Comment ça s'articule tout cela? Le grand sujet. Une caméra, c'est une image, mais c'est un capteur avant tout. Donc, mais c'est vrai qu'on fait du contrôle d'accès. C'est vrai pour un capteur de pollution, c'est vrai pour un capteur de comptage, d'une manière ou d'une autre. Donc nous, on va récupérer des informations du capteur. On appelle ça des événements. Donc, est-ce que l'événement, une voiture est présente devant le feu rouge, est une donnée intéressante? Non, mais par contre, j'ai une information comme quoi il y a eu un véhicule à 2h23 du matin qui est resté 10 minutes devant le feu rouge. Très bien. Donc nous, on va récupérer ces données, excusez-moi, on va les mettre dans une base de données. Donc tout ce qui est intéressant, c'est on verra sur le cadre législatif après, mais c'est déjà de les données, de les sécuriser, de les crypter. Donc nous, on a cette approche-là. C'est la première chose, que ce soit une image ou que ce soit une donnée, on va crypter les données. Donc l'intérêt de ça, c'est tout simplement les rendre inaccessibles. Si quelqu'un, à un moment, je ne sais pas, se trouve avec le disque dur, les données, de toute façon, ne seraient pas exploitables sur les disques durs. Donc ça, c'est une chose qui est vraiment importante. Après, sur l'intelligence artificielle, il y a un vrai choix éthique. Alors, ça peut paraître surprenant d'entendre ça de la part d'un industriel, mais Genetec a décidé de travailler ce qu'on appelle des partenaires de confiance. Alors, c'est quoi un partenaire de confiance? C'est une grosse notion qui est utilisée en cybersécurité. Avant tout, c'est que on doit travailler avec des partenaires qui respectent tous les préceptes de la cybersécurité, la publication des problématiques, la communication vers ses autres partenaires, la mise à jour, entre guillemets, de ces données, puis la communication d'une manière publique. Donc il y a un cadre, et je laisserai mes collègues juridiques parler de tout ce cadre sur le RGPD. Mais on a fait aussi un autre choix. En 2016, on a exclu de nos partenaires technologiques toutes les sociétés qui, pour nous, ne correspondaient pas à nos valeurs. Alors des valeurs éthiques, des valeurs sur lesquelles l'actionnariat de ces entreprises n'était pas spécialement de l'actionnariat privé, c'était des actionnariats gouvernementaux. Et globalement, c'était des actionnariats de pays non démocratiques. Donc ça, c'est un vrai choix qui est très fort en 2016, donc ça date un peu, mais qui nous permet aujourd'hui, et typiquement c'est ce qui est intéressant, et c'est d'où fait ma présence avec Panasonic, on a une liste de partenaires technologiques, des trusts partenaires avec lesquels on va travailler très en amont pour crypter les données, très en amont par rapport aux valeurs, très en amont par rapport à la cybersécurité, et puis après, le cadre législatif, on va dire qu'on le subit, mais on nous le donne, on l'applique et on ne va pas pouvoir jouer avec ça. C'est-à-dire qu'on doit être conforme au RGPD, on doit être conforme aux règles de la CNIL, on doit être conforme aux évolutions. Donc à nous de faire évoluer notre logiciel régulièrement, de manière à ce qu'il puisse être mis en conformité avec la législation du pays. Alors justement, je vais me tourner vers Thomas Dautieux, donc, de la CNIL. Donc, je disais tout à l'heure en introduction que dans la vidéoprotection et l'IA, la technologie avance plus vite que la loi. Qu'en est-il justement du cadre légal qui régit l'utilisation de ces deux technologies et qu'en est-il de l'utilisation et l'exploitation des données collectées ? Alors, le cadre de la vidéoprotection, il est connu, il a plus de 25 ans. Pour capter des images sur la voie publique, c'est le code de la sécurité intérieure qui prévoit un certain nombre de finalités. Donc, on ne peut pas capter des images pour n'importe quoi. Et il y a un certain nombre de garanties en termes de durée de conservation et en termes de droits des personnes. Donc ça, la captation des images, c'est quelque chose qui est connu et qui est assez ancien. Il y a d'autres captations qui ne sont pas prévues par la loi. Vous avez parlé du son. Le CSI ne prévoit pas la captation du son ou l'enregistrement du son. Et la CNIL a considéré que pour capter de nouvelles données du son, il fallait modifier la loi. Et tant que la loi n'était pas modifiée, ce n'était pas prévu par le Code de la sécurité intérieure, donc il y avait une difficulté. Après, on est sur un deuxième niveau. On est sur l'application d'un algorithme qui, au regard de la loi, doit s'analyser comme un traitement indépendant de la simple captation des images.
Donc là, le panorama, il est connu aussi. On a le règlement général sur la protection des données et on a la loi informatique et liberté. On a parlé de beaucoup de finalités pour capter des images. Il y a des finalités qui ne rentrent pas dans le champ du RGPD ou de la loi parce qu'il n'y a pas de données personnelles. Une caméra qui va filmer sur un toit pour voir s'il y a de la fumée, monter des eaux, des places de parking, tant qu'il n'y a pas de données à caractère personnel, on n'est pas dans le champ de la loi informatique liberté. Par contre, quand ces algorithmes vont traiter des données à caractère personnel, l'analyse de la CNIL, c'est de dire qu'il y a un saut quantitatif. Ce n'est pas la même chose que de filmer des gens qui sont dans la rue. On a parlé, ça fait 40-50 ans qu'on a maintenant l'habitude d'être filmé quand on est dans l'espace public. C'en est une autre que d'être analysé. On franchit un cap. C'est pas la même chose en termes de ressenti pour notre société démocratique de se dire maintenant, quand je mets un pas dans la rue, eh ben on va regarder si je cours trop vite, si je stationne, si je tombe, si je fais telle ou telle chose. C'est pas la même chose. Et donc la CNIL a considéré, elle a saucissonné entre guillemets les problèmes. Et elle a estimé que toutes les finalités ne sont pas les mêmes. La gestion du flux de voitures, c'est pas la même chose que pour repérer des infractions pénales. Donc la CNIL a décidé de voir les choses par finalité. Elle s'est intéressée la semaine dernière à la première finalité qui est la finalité elle a analysé cette finalité de prévention des infractions pénales. Et elle a estimé, à l'heure actuelle, que le Code de la sécurité intérieure ne suffisait pas, ne prévoyait pas l'utilisation des algorithmes, et le RGPD et la loi informatique liberté sont des lois génériques et pas spécifiques. Et qu'en l'absence de loi spécifique permettant la mise en œuvre d'algorithmes à des fins d'infraction pénale, de tels algorithmes ne pouvaient pas être utilisés. Donc il faut une loi qui permettrait de déployer, le cas échéant, ce type d'algorithme après un débat démocratique qui ne doit pas être que juridique. Il y a vraiment des questions éthiques, vous avez prononcé le mot. Il y a des questions qui touchent à notre société démocratique. Pour l'instant, alors ça fait quelques années que la CNIL appelle à un débat, cette loi n'existe pas et donc pour l'instant, les algorithmes ne rentrent pas dans le cadre général du RGPD ou de la loi informatique liberté. Algorithme, je le répète, à des fins de prévention d'infraction pénale. Voilà, je le préfère. D'accord, ça précise le cadre, c'est tout récent, c'était le 24 juin dernier. Tout à fait. C'est une réunion toute récente, donc info toute fraîche. Voilà, tout à fait. Bien, merci de cette précision. On y reviendra tout à l'heure sous un angle un petit peu différent. Mais avant cela, je me tourne à nouveau vers Guillaume Charon et Philippe Hélène, s'il a un complément d'information à apporter à ça. Au-delà de la performance technique de ce qu'on peut faire, parce que la techno peut faire beaucoup de choses, ces nouveaux services sont-ils une traduction économique pour la collectivité? On avait commencé à amorcer un petit peu le débat, mais est-ce qu'il y a un intérêt clairement sur la réduction, une participation à la réduction des coûts ou l'optimisation des ressources? Comme on disait, la première chose, c'est qu'une grosse partie des investissements ont déjà été faits. Tout ce qui est fibre, tout ce qui est le système de vidéoprotection et CSU, centre d'exploitation urbain, qui va peut-être évoluer vers des centres d'exploitation opérationnels en réalité. Alors après, comment peuvent être les gains? L'efficacité, est-ce qu'on gagne du temps, on arrive plus vite à un endroit pour une intervention technique ou une intervention de sécurité? Ouais, ça peut être une des choses. Surtout, on va mieux utiliser les ressources. Le fait de diriger la bonne information aux bonnes personnes, on va informer les services techniques quand c'est inondation, on va peut-être diriger les équipes de police nationale ou municipale au bon endroit plus rapidement. Et puis après, il y a un impact qui est peut-être un peu plus dur à mesurer, c'est dans nos villes, la nuit, il n'y a pas beaucoup de circulation. Est-ce que tout simplement, je ne peux pas faciliter la fluidité de circulation des camions pour éviter que tous les 50 mètres, ils redémarrent au feu rouge, qui est la période où ils vont polluer le plus? Alors, est-ce qu'il y a un gain économique par rapport à ça? Alors, c'est un gain de confort, il n'est peut-être pas économique. On va peut-être pouvoir gérer à certains endroits un petit peu mieux. Je dirais, la circulation des camions, c'est vraiment intéressant parce que c'est des cas très concrets et on sait que c'est des phases de pollution. On passe du temps à chercher les places de parking. Est-ce que c'est un gain économique? Oui, pour l'administré qui a passé 10 minutes de moins dans sa voiture, qui a peut-être consommé un peu moins, mais on est tous gagnants parce qu'il y a un petit peu moins de pollution. Ouais. Après, je pense que toutes ces données, on va apprendre à les utiliser avec le temps. On va en faire des statistiques, on va avoir des beaux indicateurs et ça va nous permettre peut-être demain, pour les élus, de prendre des décisions par rapport à la construction de leur ville, construire leur stratégie à 10 ans de circulation, sur la pollution, sur le confort. Donc mais c'est très difficile de chiffrer ça. Je pense que la première chose, c'est l'efficience ou l'augmentation de la sûreté ne coûte pas cher par rapport aux investissements déjà faits. Donc là, on va beaucoup optimiser, on va rendre beaucoup plus efficients les services, comme je dis, aussi bien techniques que les services, on va dire, de police ou de sûreté d'une manière générale. Ouais. Philippe Hélène?
Sur l'analyse d'image, clairement, et efficience des ressources, comme je le disais tout à l'heure, à la place de regarder des murs d'images avec des centaines de caméras où finalement il ne se passe pas grand-chose la plupart du temps, cette fois-ci, il y aura des images préqualifiées qui arriveront. Et la gestion de ces ressources aussi pourra être faite de manière différente. Dans le sens où, à la place d'avoir 4 opérateurs devant des écrans, il n'y en aura peut-être qu'un seul, voire 2, et 2 autres qui seront sur le terrain à analyser ce qui se passe localement. Après, d'un point de vue beaucoup plus technique et technologique, toute cette nouvelle génération de caméras qui arrivent, qui ont potentiellement le même coût, gère de l'analyse d'image embarquée dans la caméra. Si on vient à comparer cette analyse d'image embarquée dans la caméra à potentiellement des analyses d'image embarquées, cette fois-ci plus dans des serveurs, le coût de la caméra n'a pas changé, sauf qu'on n'a plus besoin du serveur. Donc, en termes d'infrastructure vidéosurveillance, encore une fois, je suis vraiment dans la technique, cette fois-ci, il y a des gains de coût énormes sur la partie serveur pour la partie analyse d'image, sur la maintenance de ces serveurs, sur la consommation électrique de ces serveurs, avec toute cette gestion de l'analyse embarquée dans la caméra directement. Mais l'analyse d'image, ou cette IA, comme on peut dire, embarquée dans la caméra, fait de l'analyse d'image pour en sortir des alarmes, des détections, des attributs ou autres, mais analyse aussi l'image dans un premier temps pour l'améliorer, pour avoir une qualité d'image, un rendu d'image toujours bon, que ça soit de jour, de nuit, en contre-jour, avec des conditions météorologiques qui peuvent changer dans la journée, avec la scène qui change dans l'image plusieurs fois dans la journée. Donc un réglage d'image toujours correct pour avoir toujours la meilleure image. Aussi sur une partie de réduction de bande passante, comme on va pouvoir définir dans cette image quels sont les éléments les plus intéressants de ceux qui le sont le moins, on va pouvoir organiser l'encodage de l'image comme il le faut pour réduire la bande passante au maximum, réduire les coûts de stockage derrière. Alors quand il y a une dizaine de caméras, ça ne va pas changer grand-chose, mais quand il y a des centaines, voire des milliers de caméras, consommer 1 méga ou 2 mégas de moins par caméra, ça fait... ça allège le réseau. Ça allège énormément le réseau à la finalité. Alors, Germain Dupont, je me tourne vers vous. Vous êtes maire de Tigéry, donc une ville commune d'un peu plus de 4000 habitants, donc à proximité de la forêt de Sénart, coin a priori plutôt tranquille. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à déployer de la vidéoprotection dans votre ville et comment l'avez-vous fait ? Alors effectivement, coin plutôt tranquille, mais y a-t-il encore des coins totalement tranquilles, en tout cas en Ile-de-France, proximité de forêt, vous l'avez dit, mais également bordure de francilienne, et donc beaucoup d'axes passants. Tigéry est une petite commune d'un peu plus de 4000 habitants, mais qui a beaucoup grandi et évolué. Donc il y a une quinzaine d'années, il y avait moins de 2000 habitants à Tigéry. Cette évolution fait que, au début, tout le monde se connaît, voit à peu près ce qui se passe. Puis la ville grandissant, et bien, trop souvent, on avait des cambriolages ou des vols de voitures de nuit, par exemple. C'était assez fréquent. Avec on ne sait pas ce qui s'est passé. J'ai aperçu une voiture. On a entendu quelque chose. Mais en fait, aucun élément permettant aux forces de l'ordre de pouvoir ensuite faire un travail d'enquête et de pouvoir éviter ce qui se passait. C'est que des équipes, parce qu'on parle d'équipes quand on est sur les vols de voitures ou ces choses-là, pouvaient taper 10 fois en moins d'un mois, toujours avec le même mode opératoire, sans que l'on puisse remonter en tout cas la filière. C'est quoi le mode opératoire ? C'est quelqu'un, il y a une voiture qui arrive avec une équipe, ils prennent la voiture et ils repartent avec. Tout à fait, ça prend à peu près 2 minutes maintenant, grand maximum, parce que quand vous voyez les brouilleurs pour démarrer les voitures, ce qu'on a pu filmer, ce qu'un particulier nous a transmis, avec un sac à dos au niveau de la porte, vous captez le signal de la clé. C'était le grand sujet, ça démarre la voiture en moins d'1 minute, ils sont partis, et puis voilà, donc c'est assez dur. Donc tout s'est fait répéter en fait. C'est la répétition d'événements qui fait qu'à un moment, il faut se structurer aussi dans une commune et que la commune ne soit pas juste un point qui est entre guillemets noir. Lorsque l'on passe, on ne sait plus ce qui s'est passé dans la ville. Et puis, c'est jamais une chose qui nous fait avancer vers un déploiement de vidéos. C'est aussi un jour une maman en pleurs qui cherche son fils.
dans la ville, à peu près dans les mêmes périodes, et elle l'a perdu. Alors il y a 99% de chances pour qu'il soit juste chez un copain et qu'il ne soit pas vu. C'était la fin de l'histoire, elle est comme ça, hein, je vous le rassure. Mais là, à un moment, quand vous tournez avec les forces de l'ordre, les gendarmes et tout le monde, vous dites, je ne sais pas ce qui est sorti de la ville. Je ne sais pas aller faire quelque chose si une voiture est sortie, si le gamin a été emmené ou pas. Et donc c'est aussi le déclencheur, et c'est ce qui a fait basculer aussi le conseil municipal, parce que quand on est en politique, eh bien, il faut aussi une adhésion d'un conseil, il faut présenter le projet. On a mis 3 ans avant d'avoir cette acceptation globale de l'ensemble des élus, parce que là on rentre dans des notions qui sont la liberté privée et autres, et donc l'idéologie de part et d'autre, avec des arguments de part et d'autre intéressants. Donc on a pris cette décision, on a déployé. Les dépôts sauvages étaient aussi un vrai sujet, et on a commencé par là en ciblant les zones d'entrée et de sortie de ville pour voir tout ce qui pouvait entrer et sortir de la ville, avec des caméras nomades et du travail a posteriori, effectivement, pour faire du travail d'enquête. On y ajoute à ça la dissuasion. C'est des caméras que vous changez régulièrement de place ou... Alors, c'est des caméras qu'on ne change pas souvent de place, parce que là on est vraiment sur les entrées et sorties de ville, mais qui à terme, le projet c'est de déployer et de renforcer ce déploiement. Après, vous savez, on a les problématiques budgétaires dans les collectivités, et donc il y a des choix de priorité à faire. Ce choix a été de déployer en nomade, parce que moins d'investissement en termes de coûts, pas de tranchées, pas de fibres à passer, enfin... Les budgets sont vraiment importants sur le déploiement de la vidéo quand on est là-dessus. Et puis, à terme, et au fur et à mesure que l'on pourra être certain que les points que nous avons décidés sont les bons, sur lesquels il faut se positionner, alors on pourra continuer les investissements et déplacer ces caméras nomades à d'autres endroits pour continuer le maillage du territoire. C'est des caméras que quelqu'un contrôle au bout, donc quelqu'un reçoit l'image ou vous enregistrez? Tout est enregistré et ça sert vraiment à faire du travail d'enquête ultérieure ou sur événements, sur commission rogatoire pour aller rechercher les événements. Mais ce que vous disiez, Philippe, tout à l'heure est intéressant, c'est ce que je notais. Avoir une alarme. Alors, moi, j'ai une police municipale, j'ai 2 agents dans la ville, donc je ne peux pas avoir quelqu'un derrière les caméras qui se passe, et je pense que toute la journée, il s'ennuierait en plus. Toute la journée, vu l'activité et les problématiques que l'on a. On doit avoir eu, on a eu 14 demandes en un an d'éléments. Donc on ne peut pas placer des gens qui y sont. Par contre, recevoir immédiatement une alarme pour dire il se passe quelque chose dans le cas d'un incident ou d'une situation anormale, peu importe laquelle, nous permettrait quand même, sans avoir de personnes derrière, à un moment, un regroupement particulier, ou vous parliez d'un malaise ou d'un départ de feu, d'avoir une alarme pour dire à la police « Ah, il se passe quelque chose », prenez et allez voir quand même, plutôt que de faire que du a posteriori. Et c'est peut-être là l'évolution qu'on va pouvoir demain apporter aux petites communes qui n'ont pas la capacité d'avoir un CSU et d'avoir du monde derrière en permanence. Est-ce que vous avez pu mesurer l'évolution des incivilités, des délits avant et après la vidéo? Alors c'est récent, hein, ça fait 1 an et demi que l'on a déployé la vidéo. Alors, la toute première caméra est un peu plus ancienne parce qu'elle était vraiment dédiée aux dépôts sauvages. On a remarqué une baisse effectivement de ces dépôts sauvages. Maintenant, la mesurer, c'est un vrai sujet, c'est un objectif de mesure, parce qu'une action telle qu'on l'a fait avec les investissements doit être apportée de mesure. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a toujours des vols de voitures, ils sont plus marginaux, c'est-à-dire qu'on a pu baisser de 40%. Mais je fais très attention parce qu'il y a eu l'effet confinement quand même, il y a eu beaucoup de choses qui font que les chiffres sont un petit peu faussés en ces périodes, donc il faut y faire attention. En tout cas, la dissuasion, elle est claire. Et on ne retrouve plus ce qu'on avait, c'est-à-dire qu'on tape plus 6 fois dans le même quartier, dans le même secteur, et on n'a plus non plus de voitures brûlées qui étaient déposées. Les en bordure de forêt, donc il y avait le sujet, donc ça on en a beaucoup moins. Donc oui, l'impact, pour moi en tout cas, il est clair. Vous êtes également vice-président de Grand Paris Sud. Y a-t-il une réflexion sur la stratégie de vidéoprotection à cette échelle, à cette maille de territoire? Bien sûr, il y a une réflexion. Ce n'est pas une compétence obligatoire de l'agglomération. Hein. Néanmoins, la fusion des agglomérations de 2016 a fait qu'on a récupéré des compétences transférées optionnelles de différentes agglomérations. On a 2 CSU sur l'agglomération qui vont aller qui vont surveiller des entrées-sorties d'agglomération, des entrées-sorties de certaines villes qui avaient cette compétence au préalable. Et puis nos bâtiments publics également, parce qu'une agglomération, c'est les bâtiments publics. Une agglomération, c'est aussi les entrées de gare, enfin en tout cas tout ce qui se passe à proximité d'une gare. Et là, la décision... donc, ça y travaille, c'est compliqué, parce qu'après, vous avez, dans mon agglomération, 23 communes, par exemple, avec tous des objectifs peut-être différents, des idées par rapport à la vidéo différentes. Et donc, c'est compliqué, mais en tout cas, le sujet est posé, il est effectivement sur la table depuis un certain temps, pour voir quelle serait la limite de l'intérêt communautaire, où on serait à peu près tous dans la même phase, avec ce qui se dessine, c'est vraiment les entrées-sorties de villes et d'agglomérations ou de zones d'activité, ainsi que les points de regroupement.
On discutait avec Guillaume tout à l'heure, il y a un vrai sujet sur les bus et les transports urbains, effectivement, et la notion de mobilité. Alors, en tant que maire, est-ce que vous seriez prêt à rejoindre une initiative de mutualisation de vidéoprotection plus évoluée que le vôtre, parce que vous n'avez que des petites caméras nomades? Est-ce que c'est un sujet pour vous aujourd'hui? La mutualisation, globalement, est un sujet sur tous les domaines que l'on peut avoir au niveau des collectivités. C'est vrai que tout seul, on va toujours plus vite, mais ensemble, on va quand même beaucoup plus loin, si on reprend cette phrase. Donc oui, il faut mutualiser. On parlait d'un CSU, on parlait d'avoir des agents et des opérateurs derrière. Pour une ville de 4000 habitants, c'est pas possible. Et nous, dans le cadre d'un syndicat qu'on a, un syndicat, des syndicats à vocation multiple, on est en train d'y réfléchir de la même manière que la police municipale. C'est le même sujet, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Si vous pouvez mettre des caméras et faire beaucoup de choses, si vous n'avez pas non plus les humains derrière et les personnes pour le gérer, c'est difficile. Mutualiser, bien sûr. Après, une mutualisation, c'est compliqué. Le pouvoir de police du maire reste le pouvoir de police du maire, et pas du président du syndicat ou autre. Et donc, il faut quand même être très en face sur les objectifs que l'on veut donner et la ligne que l'on souhaite pour un déploiement et autres. On peut parler de trafic, on peut parler de l'API, tout ce qui est sur les plaques des entrées et des sorties de ville. Chaque élu va avoir aussi un petit peu ses objectifs par rapport à ça. Il faut d'abord être vraiment certain, avant de mutualiser quoi que ce soit, qu'on soit sur la même ligne. Émilie Coquelle, vous êtes avocate, je le rappelle, vous travaillez avec les collectivités sur des sujets liés au numérique et on sent sur ce sujet de la vidéoprotection les collectivités parfois un tout petit peu perdues sur la manière de faire. Alors, compte tenu de ce cadre qui reste relativement vague, qu'est-ce que vous leur conseillez donc à ces collectivités qui veulent déployer de la vidéoprotection intelligente ? Alors, ce qui est important de rappeler d'ores et déjà, c'est que pendant longtemps, les grands projets de vidéoprotection ont été menés et développés dans les grandes villes et dans les grandes agglomérations. Pourquoi ? Parce que les collectivités de moyenne importance ou situées en zone rurale ont longtemps considéré que la vidéoprotection représentait un investissement beaucoup trop lourd et qui ne répondait pas forcément toujours aux enjeux locaux. Donc ça, c'est le constat de départ. Ensuite, donc, il y a eu de nombreux projets qui ont été menés par des villes plus grandes ou par des agglomérations qui ont apporté la preuve de leur efficacité et qui ont fait que pour des villes plus moyennes ou plus petites, la vidéoprotection est apparue comme un outil particulièrement pertinent. Ce mouvement, il s'inscrit également dans un mouvement plus large, et tout le monde l'a évoqué un peu, de développement de la ville intelligente, la fameuse Smart City, qui a fait que de nombreux élus ont vu dans le potentiel de la vidéoprotection que cette vidéoprotection allait bien au-delà des missions de surveillance classiques et permettait de développer les usages au profit de leurs citoyens et de faire de leur ville une ville dite connectée. En effet, et ça a été évoqué tout à l'heure, les données vidéo permettent aujourd'hui aux villes de faire des choix de projets publics en matière de transport, en matière de construction des routes, en matière de stationnement, mais également en matière de gestion des déchets. On a beaucoup parlé des dépôts sauvages qui sont aujourd'hui un vrai sujet. Et donc, dans ce cadre, de nombreuses collectivités moyennes et petites se sont mis autour de la table et ont soumis à leur conseil municipal ce sujet de la vidéoprotection. Alors, vous m'interrogez sur les conseils, nous, qu'on donne aux collectivités qui viennent nous solliciter pour la mise en œuvre de ces projets. Ben, le premier conseil qu'on leur donne, et on le fait dans l'ensemble de leur champ d'intervention, c'est de réfléchir à un projet de territoire. C'est-à-dire, pourquoi la vidéoprotection sur mon territoire ? Uniquement pour un objectif de surveillance ou de sécurité ? Oui, non. Quels sont les usages aujourd'hui que l'on veut développer avec cette vidéoprotection ? Et quels sont les objectifs qu'on souhaite atteindre. Donc l'amélioration de la qualité de vie des usagers, l'augmentation de la sécurité, mais aussi le développement de nouveaux services publics. Et donc nous, on leur conseille de vraiment mener une étude en amont de faisabilité et d'opportunité du projet pour savoir pourquoi on le fait, quels sont les résultats escomptés,
mais aussi quel est le coût de ce projet. Parce que les budgets des collectivités ne sont pas illimités, ils doivent faire des choix, avoir des priorités, il faut que ça s'inscrive dans le budget global et dans les projets globaux. Donc il faut vraiment, à mon sens, faire cette étude en amont, éventuellement lancer des expérimentations pour voir ce qu'il serait pertinent. On a vu que les outils étaient nombreux et les technologies également très diversifiées. Donc vraiment faire cette étude amont qui paraît essentielle avant le lancement de tout projet. Le deuxième point, et Monsieur le maire l'a évoqué, c'est de réfléchir à l'échelon local le plus pertinent. C'est-à-dire réfléchir à une mutualisation qui est, vous l'avez rappelé également, encouragée aujourd'hui sur de nombreuses thématiques, mais la vidéoprotection en fait partie. Quel est l'échelon aujourd'hui le plus pertinent pour mener le projet et toujours dans un objectif d'efficacité de l'action publique, réduire les coûts. Donc ça fait partie également des réflexions à avoir autour de ce projet de territoire. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est le citoyen, l'usager. Et nous, ce qu'on conseille également aux collectivités qui souhaitent se lancer dans un tel projet, c'est de ne pas hésiter à interroger les citoyens en amont et de mener ainsi une stratégie concertée et transparente au niveau de la collectivité. Enfin, il y a un deuxième axe des conseils qu'on donne aujourd'hui aux collectivités, c'est de mener également un travail en amont sur les sujets de gestion des données, de gouvernance du projet et de sécurité. Une collectivité doit aujourd'hui s'inscrire dans un cadre réglementaire. Elle ne peut s'exonérer de ce cadre réglementaire. Elle doit par ailleurs faire évoluer son projet toujours en lien avec cette réglementation et s'assurer dans ce cadre, bien évidemment, de la légalité du dispositif mis en place. Accessoirement, quand on va déployer un système de vidéoprotection, il faut faire une déclaration en préfecture, si je ne m'abuse. Oui. Et donc, on doit préciser l'objet. Alors, est-ce que vous conseillez quelque chose de particulier, justement, dans l'objet, puisque on sait qu'il y a un cadre qui est connu aujourd'hui et accepté, mais il y a un cadre hypothétique qui n'est pas contemplé ni par la CNIL ni par la loi aujourd'hui, notamment sur tous ces services intelligents. Est-ce qu'il faut tout mettre dedans, en prévision de ce qu'on pourrait faire plus tard ou pas ? Il faut que le projet soit le plus défini possible. L'autorisation préfectorale, elle est donnée avec un objet spécifique et il faut cadrer l'usage qu'on va faire des données et s'assurer que le projet entre bien dans le respect de la réglementation, donc du Code de la sécurité intérieure, règlement général à la protection des données. On ne peut pas tout mettre dans ce projet, comme vous dites, des usages qui ne seraient pas encore définis. Il faut vraiment essayer d'être le plus précis possible et avoir là encore un débat au sein même de l'organe délibérant de la collectivité pour être sûr d'avoir bien tout cadré en amont. Parce qu'une fois qu'on a déposé une demande, est-ce que c'est très difficile de revenir en arrière et rajouter quelque chose ? Alors, à mon sens, les autorisations... C'est du délai administratif. Voilà. D'accord. Ça peut prendre plus ou moins un temps long, mais il faut le plus possible que tout soit cadré en amont. Thomas Dethieux, vous êtes à la CNIL saisi de demandes tant de la part de collectivités que des industriels qui veulent en mettre en œuvre des nouveaux services. Alors comment traitez-vous ces demandes ? Alors, il faut faire un constat que le paysage réglementaire, il est un peu compliqué. On ne va pas dire autre chose. On a le RGPD, on a la loi informatique et liberté, on a le Code de la sécurité intérieure, on a encore d'autres textes qui, le cas échéant, peuvent s'appliquer. Et donc, vraiment, j'insiste, et c'est un des messages, je pense qu'il faut retenir, j'espère, de mon intervention, c'est que la CNIL est là pour accompagner. Alors, certes, on a une partie qui traite des plaintes. On a 14 000 plaintes par an, et y compris de plaintes parfois contre des collectivités locales. On a des pouvoirs de contrôle et de sanction, mais ce n'est pas du tout ce sur quoi je veux insister ce matin. C'est vraiment sur la partie accompagnement. Donc on a des collectivités, on a des industriels qui viennent nous voir en disant on a un projet, on a une volonté de développer la vidéo ou des algorithmes, qu'est-ce que vous nous conseillez ? Nous, on a une approche déjà désolé pour l'anglicisme, de ce qu'on appelle le privacy by design. C'est-à-dire que, est-ce que réellement on a besoin de mettre en œuvre des systèmes de vidéoprotection? Est-ce que des systèmes moins intrusifs, parce que c'est intrusif, c'est reconnu par Conseil constitutionnel, Conseil d'État, Conseil d'État, etc. C'est la vidéoprotection.
porte atteinte à la liberté et à la protection des données. Mais ça peut être parfaitement justifié pour des tas de raisons. Donc c'est un équilibre à trouver. Est-ce que cet équilibre, il a été pensé et jusqu'où on veut aller? Est-ce qu'il n'y a pas des choses moins intrusives? Ensuite, on peut être interrogé sur des expérimentations. Le RGPD, la loi, prévoit la possibilité de faire des expérimentations en dérogeant, par exemple, au principe de durée de conservation ou d'information des personnes. Donc on peut tester des choses et tout ça, la loi ne l'interdit pas. Et puis après, on informe les collectivités locales et donc on essaie, alors malheureusement pour des petites collectivités locales c'est compliqué, hein, donc ça on le sait très bien. Pour des grosses aussi, ça va être compliqué parce que pour des gros projets, ça peut être aussi d'autres problématiques. Donc on essaie de les accompagner, on essaie d'avoir un travail en réseau. Donc on essaie d'avoir des liens avec l'AMF par exemple pour que les échanges qu'on puisse avoir profitent au maximum aux collectivités locales. Donc se poser les bonnes questions, ne pas hésiter à voir la CNIL. Sur ces sujets-là un peu novateurs, on a parfois un peu tendance que la politique c'est vivons heureux, vivons cachés. Je ne pense pas que ce soit une bonne solution parce que c'est des sujets qui sont quand même très très nouveaux et très très sensibles. Donc autant en parler avec le régulateur de façon à ce qu'on puisse aborder tous les recoins de la réglementation. Vous avez beaucoup de demandes d'expérimentation? Parce que j'ai en tête le souvenir de Nice qui avait expérimenté la reconnaissance faciale qui s'est fait retoquer par vous, mais je pense qu'ils l'ont fait sans autorisation préalable. Alors, il n'y a plus d'autorisation. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Il n'y a plus d'autorisation pour la mise en œuvre de ce traitement. On a quelques bons clients, entre guillemets, en termes de collectivités, qui sont assez novatrices sur les nouvelles technologies. Donc on a beaucoup d'échanges avec certaines communes. Sur la reconnaissance faciale, par exemple, de Nice, on a accompagné la commune de Nice pour baser cette expérimentation de reconnaissance faciale, qui n'était pas opérationnelle. Hein. L'idée, c'est de voir si les algos utilisés fonctionnaient sur la base du consentement. Donc on a échangé avec eux sur une bonne information du public et sur comment est-ce qu'ils pouvaient recueillir un bon consentement. Donc on est dans une démarche constructive, évidemment. Après, quand la loi l'interdit, on le dit. On dit attention, ça, ne le faites pas, parce qu'en l'état actuel, vous ne pouvez pas le faire. Après, il y a des consultations obligatoires de la CNIL. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail juridique pour ne pas forcément perdre tout le monde, mais il y a une étape à franchir souvent en termes de protection des données, c'est la réalisation d'une analyse d'impact sur la protection des données. Et quand on met en œuvre des logiciels nouveaux, dans le cadre des pouvoirs de police du maire par exemple, cette analyse d'impact, elle doit être faite, elle doit être transmise à la CNIL. Donc on discute avec des collectivités à l'occasion de la réalisation de cette analyse d'impact et de la transmission, et on aborde vraiment le sujet sous un angle technique. On a parlé de chiffrement, de sécurité des données, de durée de conservation, et évidemment en termes juridiques sur l'information des personnes, l'exercice des droits, etc. Messieurs, est-ce que vous avez fait des demandes d'expérimentation de la CNIL? Est-ce que ça fait partie de vos pratiques en tant qu'industriel? Alors oui, donc, nous on est éditeurs, donc c'est nos intégrateurs, donc les gens qui vont installer les produits qui en général font cette approche et cette demande. On a fait des demandes, on n'a pas fait des demandes, on a fait carrément des certifications de nos produits, donc pour répondre à l'ANSSI, principalement sur la partie contrôle d'accès, pour garantir, je dirais, le plus haut niveau de sécurité, je dirais, de nos systèmes de contrôle d'accès. Parce que vraiment, il faut voir, donc même si c'est la vidéosurveillance qui nous met autour de la table, je pense que les 5 piliers de la sécurité, la vidéo, le contrôle d'accès, l'intrusion, la lecture de plaques, l'interphonie, je dirais, c'est dépassé. Comme je le disais tout à l'heure, un opérateur aujourd'hui, quelqu'un qui veut rentrer dans un parking municipal, en fait, qui n'a pas son badge, il appuie sur un bouton. Très bien, donc ça remonte une information à l'opérateur discute avec, il dit « Ah Jean-Paul, t'as oublié ton badge » et on va lui ouvrir la porte. En réalité, cette opération, c'est pas une opération de vidéosurveillance, c'est une opération d'intrusion, quelqu'un a déclenché une alarme, c'est une opération de vidéosurveillance parce que quelqu'un a regardé, et j'ai ouvert la porte, c'est du contrôle d'accès, voir si j'ai un système de lecture de plaques, j'aurais vérifié que c'est le bon véhicule. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut réfléchir à l'usage, c'est-à-dire que c'est plus un système de vidéo, c'est plus un système de sûreté, j'ai besoin d'un système qui m'aide à gérer mon parking, j'ai besoin d'un système qui m'aide à gérer, je ne sais pas, ma place du marché, mes problèmes de stationnement. Et vraiment, cet opérateur qui se retrouve avec 10, 20, 30 caméras aujourd'hui, puis année par année, il en a 80, il en a 100, il se retrouve avec tellement d'informations qu'il faut vraiment réfléchir à c'est quoi l'usage d'un opérateur de sécurité publique, de police municipale, de quelqu'un qui gère le parking, ou tout simplement quelqu'un qui est à l'accueil de la mairie, qui va ouvrir après 17h30 la porte du collège, parce que ce soir-là, il y a la fête des écoles ou autre. Donc c'est vraiment cette notion qui change. Alors après, voilà, donc l'expérimentation, nous on est les premiers à être demandeurs parce que la technologie évolue. Donc nous, on est éditeur de logiciel, on a intégré par exemple des drones. Alors ça aussi, c'est une technologie assez intéressante.
Qu'est-ce qu'on a ? Et là, c'est super intéressant pour nous, parce que nous, on est une société internationale, hein, même si on est une belle société française de plus de 100 personnes, on vend aussi dans d'autres pays. La législation n'est pas la même dans les autres pays. Par contre, ce drone, il peut avoir un intérêt, peut-être en zone publique en France, mais il peut aussi avoir intérêt en zone privée. Hein, si je prends le cas des exemples d'un port où c'est déployé, lorsqu'il y a quelqu'un qui fait une intrusion sur un port, très bien, le temps d'envoyer quelqu'un en voiture à 2 km, vérifier que le grillage a été découpé, c'est beaucoup de temps perdu. Le drone est un bel outil. Alors, on a le droit de l'utiliser dans certains cas, peut-être dans un cadre privé, et il faudra un autre cadre législatif pour peut-être l'opérer dans un cadre public. Mais c'est, voilà. Donc, il faut qu'on expérimente cette technologie. Et la discussion qu'on a avec le client final, c'est à quoi ça sert ? C'est un investissement conséquent, un drone. Est-ce qu'il est opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ? Il y a des temps de charge, il y a des temps de... donc il n'est pas autant opérationnel qu'un agent. Et qu'est-ce que ça lui donne, lui, comme gain ? Gain financier, pourquoi pas ? Mais ça peut être un gain, je préfère envoyer 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes par rapport à une problématique qu'une personne tout seul qui peut se retrouver cette fois-ci face à 10 personnes et puis être molesté ou avoir une attaque physique. Donc nous les premiers, on cherche aussi à évaluer les technologies par rapport à un usage, le gain d'usage et le gain opérationnel qu'on va donner à nos propres utilisateurs. Ouais, c'est passionnant. Philippe Hélène, des expérimentations à signaler de l'autre côté ? Comme disait Guillaume, pardon. C'est de manière générale nos intégrateurs à travers votre intégrateur, bien sûr, oui. qui font la démarche. Aujourd'hui, nous, directement, Panasonic, on n'a pas eu l'occasion de le faire. Mais de manière générale, c'est les intégrateurs qui font cette démarche. Émilie Coquel, je reviens vers vous. Vous avez travaillé sur le projet de Smart City de Dijon, donc qui posait un nouveau cadre global de l'utilisation des données personnelles à travers de nombreux services, dont celui de la vidéoprotection. Donc ces données aboutissent dans un hyperviseur où elles sont retraitées, croisées, modifiées, sans que cela donne lieu à contestation. Quelle est la recette de ce succès ? Pour l'instant, oui, voilà. On est au début du projet. Globalement, à date, ça fonctionne pas mal. Qu'est-ce qui fait que ça marche ? Exactement. Alors, juste pour rappeler peut-être à ceux qui ne connaissent pas trop ce projet de Dijon, Dijon a effectivement lancé un gros projet de Smart City, a choisi un montage contractuel qui est un marché global de performance. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais ça permet de fixer vraiment des objectifs de performance à tous les niveaux aux entrepreneurs qui ont été choisis. Et donc, à l'issue d'une consultation publique qui a pris un peu de temps, vous l'imaginez, il y a eu la création donc, d'un poste de commandement unique et partagé et surtout mutualisé au niveau des 23 communes de Dijon Métropole et surtout remplaçant 6 postes de contrôle qui existaient précédemment. Donc sécurité, police municipale, circulation, le service allomairie, tous ces services-là ont été regroupés en un seul. L'objectif était lequel ? Évidemment, mutualiser et optimiser les équipements urbains, donc les feux de circulation, l'éclairage public, mais également les caméras de vidéoprotection, afin de faciliter la gestion de cet espace public. Et dans ce cadre, la technologie numérique s'est vraiment mise au service de l'humain et du service public de manière plus générale. Le succès de ce projet, il est multiple. C'est un projet, je l'ai dit tout à l'heure, qui a mis le citoyen au cœur du dispositif, qui a été impliqué dans ce dispositif. Une des clés du succès, c'est évidemment le développement de nouveaux services à destination des collectivités, une mise à disposition des données du service public, donc d'éclairage, de circulation, d'eau, au profit des usagers via une application sur leur smartphone leur permettant d'avoir accès assez facilement à ces données et de pouvoir également faire des démarches administratives en ligne, tout ça favorisant donc l'innovation et le développement de nouveaux services au profit des citoyens. Mais ce qui est aussi un des succès de ce projet, et vous m'interrogiez là-dessus, c'est que l'open data, le partage des données, a été donc au cœur des projets, avec une exploitation de ces données individuelles et collectives
dans le cadre d'une politique volontariste autour de ces données, mais avec des garde-fous également et des gages de protection. Et nous, on a vraiment fait de la protection des données personnelles un des vecteurs de ce projet. C'est-à-dire que ça figurait vraiment dans les objectifs du cahier des charges et c'était vraiment un des enjeux les plus importants de ce projet. Et les candidats ont été notés sur les propositions qu'ils faisaient en matière de protection de ces données publiques. Donc la confidentialité des données numériques qui doivent l'être a vraiment été au cœur du débat. Et donc pour aller plus loin et pour mettre en place un peu un contrôle du respect de ces obligations réglementaires, ont été créées donc 2 institutions, un responsable public des données numériques et a été créé un comité d'éthique et de gouvernance de la donnée qui a été donc délibéré par le comité, par le conseil municipal et qui a donné lieu à la création donc d'un groupe comprenant donc des acteurs du territoire, des citoyens, des élus pour, dans le cadre de l'exécution de ce contrat qui aujourd'hui vit ses premières années, il y ait véritablement ce contrôle autour de la donnée. Donc c'est faire de la donnée, ouvrir les données dans une logique open data, certes, mais en ayant toujours un contrôle et une maîtrise de la collectivité sur ces données publiques. Et ce comité se réunit régulièrement pour débattre de différents sujets. Comment ça fonctionne ? Oui, alors il y a des réunions effectivement récurrentes de ce comité avec un ordre du jour qui est fixé. Alors je ne sais plus, je crois qu'il se réunit tous les trimestres, mais j'en suis plus certaine, avec donc un ordre du jour et des dispositifs permettant de suivre la gestion de ces données, ce qu'il en est fait dans le cadre des données qui sont récoltées via ce poste de commandement. Et le citoyen lambda, il peut saisir cette instance ? Oui, et il y a même des citoyens lambda, comme vous dites, des administrés qui font partie de ce groupe et à qui on rend compte des débats et des échanges au sein de ce comité. D'accord. Thomas Dothieu, je reviens un petit peu sur cette démarche que vous pouvez avoir d'accompagnement à la fois des collectivités et des sociétés. La CNIL a approuvé tout récemment un code de conduite européen dédié aux fournisseurs de services d'infrastructure cloud. Ça n'a pas directement à voir avec notre secteur, mais la démarche est intéressante. C'est un code qui a été porté par les industriels et que vous avez validé. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de semblable pour l'IA et la vidéoprotection ? Est-ce que ça peut être une manière de faire ? Et j'étends par la suite la question à nos 2 représentants de cette industrie. Alors oui, évidemment, le RGPD a supprimé un certain nombre de formalités auprès de la CNIL, formalités administratives, déclarations, autorisations, etc. Et en échange a proposé à ceux qui mettent en œuvre des systèmes des outils de conformité interne. Donc je parlais de l'AIPD, on connaît évidemment le délégué à la protection des données, mais il y a aussi des outils mutualisés qui sont ou des codes de conduite ou de la certification. Alors c'est des outils un peu lourd à mettre en place parce qu'il y a des procédures qui visent à garantir que ce sont des outils efficaces, mais c'est des outils, nous, qu'on promeut, évidemment, et qui sont extrêmement intéressants et qui sont des gages de confiance vis-à-vis du public en disant je suis certifié ou je fais partie d'un code de conduite qui lui-même est vérifié par un organisme vérificateur. Donc ce sont des processus quand même qui sont extrêmement robustes, sérieux. Par contre, il y a quand même 2 étapes à franchir. La première étape, c'est qu'il faut avoir un cadre légal qui soit extrêmement clair. Et très honnêtement, sur l'intelligence artificielle, aujourd'hui appliquée à des caméras, on voit bien que le cadre juridique n'est pas suffisamment stabilisé. On a en cours de discussion au niveau de la Commission européenne un projet de règlement sur l'IA. Ça serait peut-être un petit peu anticipé. Et deuxième élément, il faut une réelle volonté des acteurs, ceux qui déploient, ceux qui utilisent ce type d'outils pour pouvoir vraiment porter ce code ou cette certification qui a aussi un coût, il ne faut pas se le cacher. Sur les caméras en tant que telles, pour simplement la collecte des images, je pense qu'on est mûr, on pourrait le faire. Sur l'IA, pour ma part, on pense que c'est trop tôt. Il faut que le cadre soit plus stabilisé et on le voit quand on est qu'aux prémices. Ce serait peut-être un petit peu tôt, mais la démarche serait la bonne en tous les cas. Alors, vous avez évoqué justement l'action de la Commission européenne, donc de lancer un projet de règlement sur ces sujets-là. Je pose la question de manière ouverte. Est-ce que vous pensez que cette initiative va contribuer à faire éclore le sujet dont on parle, donc notamment les services,
ou qu'au contraire, cela va freiner l'innovation, comme le craignent certains? Ouais, je vais rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit. C'est vrai qu'aujourd'hui, chaque collectivité, parce qu'on est dans le cadre des collectivités, héberge lui-même ses propres serveurs, ses propres données. Donc l'image est une donnée. Et quelque part, il faut de la maintenance de tout ça, il faut mettre ces serveurs, les rendre pas facilement accessibles, même si les données sont cryptées, puis garantir qu'elles soient climatisées, chauffées, et puis l'alimentation électrique arrive. Le côté service, le côté cloud, le côté nuage, mais au-delà du nuage, en fait, c'est le côté service, c'est de se dire que globalement, nous, fabricants, on pourrait garantir, en mettant les données quelque part dans le cloud, qu'un système de vidéosurveillance, c'est nous qui prenons la responsabilité, qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça, c'est le côté opérationnel. Donc il y a des contraintes d'infrastructure. Mais le bon côté de la chose, c'est de se dire aussi que nous, fabricants, on fait une veille permanente par rapport à tout ce qui est cybersécurité. Donc on a une réactivité par rapport à une problématique cyber qui arriverait, un virus, et on le mettrait sûrement, nous, plus rapidement en œuvre qu'aujourd'hui, où on le met à disposition d'un intégrateur qui doit se rendre sur place pour faire une mise à jour. Donc on a un délai de réactivité, je dirais, qui est peut-être un peu conséquent. Et puis une disponibilité des données, en réalité, alors des données vidéo, qui ne sont pas là. Donc c'est vrai que le côté service, nous mettons à disposition le fait que la vidéo, le contrôle d'accès, l'interphonie, tout ça, ça puisse être hébergé quelque part. Donc à décider de l'endroit où c'est hébergé, tout ce qu'il faut mettre en place. Mais ça serait aussi une belle réactivité, une meilleure réactivité, puis une meilleure sécurité par rapport à ce qui est cyber. Et puis le fait que le système est vraiment opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je pense que on s'appelle, je ne sais pas, RATP, SNCF, des gens comme ça, on a les moyens de nos propres services qui garantissent la disponibilité de données. On est des collectivités, on n'a pas obligatoirement une équipe informatique 24/7 disponible et à l'affût de tout ce qui se passe, j'imagine. Avant de revenir sur l'Europe, ce côté code de conduite européen, c'est ça qui m'interrogeait. Est-ce que vous avez une démarche donc, éthique de déréférencer un certain nombre de partenaires? Oui. Est-ce que vous parlez aussi avec les autres partenaires? Vous discutez avec vos partenaires directs comme Panasonic, mais au niveau français, au niveau européen, pour faire ensemble peut-être un code qui clarifie un petit peu les choses? Alors, on travaille plus sur les aspects normalisation et standards avec les grands organismes pour que nos produits soient conformes et compatibles. Après, on est un petit peu plus suiveur par rapport à ce qu'on peut faire sur certaines zones géographiques. On imagine bien qu'en Europe du Nord, on fait des choses... en Amérique du Nord, on fait des choses qu'on ne peut pas faire en Europe, mais qui sont pourtant très intéressants en termes d'usage. Le côté collaboratif, c'est très bien. J'ai récupéré mes images, très bien. Je dois les... Commission rogatoire, je dois les remettre demain, je dirais, à la police. Sous quelle forme je dois le faire aujourd'hui? Bon, il y a ce qui est écrit dans la loi et ce qui est l'usage, ce que les gens font tous les jours par rapport au nombre et aux quantités de données. Alors que là, on pourrait très simplement, comme on partage des fichiers entre nous, je dirais les partager de manière plus simple. Donc ça serait bien qu'il y ait un cadre qui facilite, ça serait plus sécurisé, on sait qui les a déposés, on sait qui les a lus, on sait combien de temps les données vont être présentes ou détruites. Donc il y a pas mal d'outils collaboratifs qui existent, qu'on utilise à travers le monde, que malheureusement on ne peut pas utiliser sur certains territoires européens parce que les données sont dans un data center. Où est-il? Est-ce que je peux recevoir une commission rogatoire de manière numérique, déposer mes affaires de numérique? Parce que moi, je peux signer numériquement que j'ai déposé ces affaires. Ça, c'est des outils collaboratifs qui sont extraordinaires, qui fonctionnent, qui existent. On le disait tout à l'heure, c'est le sujet du jour. La technologie est là, et puis le cadre juridique arrive un petit peu après ou derrière. Il faut peut-être du blockchain derrière ça, mais bon, on ne va pas ouvrir ce débat parce que là, on est parti pour un moment. Mais je reviens sur la question de l'intention de la Commission européenne de faire un cadre européen. Est-ce que vous pensez que ça va faire avancer les choses ou que ça risque de brider l'innovation? Moi, mon point de vue, on a cette chance en France. Alors, c'est peut-être très lourd au niveau, on va dire, loi, texte et autres. Par contre, on n'a pas eu énormément de dérapage. On a un cadre juridique, on l'exploite, on le met en œuvre. Tant mieux. Il n'y a pas eu me semble-t-il, de scandales importants sur les données. Donc, plus ça sera défini, plus ça sera concret, plus ça sera facile pour nous de vendre nos technologies. Le cadre juridique est une chance, en tout cas pour la France et ce dérapage. Je pense que l'Europe doit aussi se démarquer par rapport à nos collègues nord-américains, même si on est canadiens. Aujourd'hui, moi qui passe mon temps à essayer de pousser des solutions d'analyse d'image, la première question qu'on me pose, c'est mais est-ce qu'on a le droit? Et c'est clair qu'un cadre juridique permettra de clarifier la chose. On a le droit, oui, non, on peut le faire de telle manière ou on ne peut pas le faire de telle manière. Et après, si aujourd'hui,
par rapport à ce cadre juridique, notre produit ne convient pas parce qu'il y a une petite option en trop, nous, on reviendra vers nos ingénieurs, on leur expliquera, tiens, pour la France ou pour l'Europe, cette fonction, il faudrait l'enlever. Et dès qu'on peut fournir à nos ingénieurs un cadre juridique clair, ils s'adapteront en fonction de ce cadre-là, comme on l'a fait avec le RGPD quand le RGPD est sorti. Moi, ma vision des choses, c'est que ça nous aidera, plus qu'autre chose. Écoutez, je pense que c'est une très bonne conclusion. Le temps tourne, donc il passe rapidement. Il nous reste quelques petites minutes. On va pouvoir prendre on a quelques questions de notre audience. Alors, je mets mes lunettes pour lire, c'est un petit peu loin. Alors, quelles sont, selon vous, les évolutions et les éléments essentiels à une vidéoprotection efficace dans une collectivité? Question assez vaste, mais je me tournais vers Germain Dupont, donc la vision de l'élu. L'interopérabilité est un vrai sujet, on a pu en parler. Quand on a une agglomération, on récupère une histoire avec des matériels installés, des choses installées. Et puis des fois, quand on veut fusionner tout, techniquement, c'est pas possible. C'est pas compatible, etc., etc. Et ça, c'est un vrai frein pour pouvoir optimiser cette gestion, enfin on en parlait. Pour moi, c'est vraiment un sujet qui permettrait déjà de minimiser les coûts d'investissement pour pouvoir fédérer un petit peu ce qu'on a. Également, de ne pas avoir une réaction politique immédiate. Il y a 10 personnes qui sont venues me voir parce que devant chez eux, il y a eu quelque chose, je mets une caméra. Voilà, il faut aussi qu'on travaille, c'est ce que vous évoquiez, sur ces objectifs au début et le projet de territoire exactement. Et puis le cadre législatif. Voilà, sans cadre législatif, on ne peut rien faire. Juste une anecdote très, très rapide. Sur les dépôts sauvages, qui est un vrai sujet, il faut savoir que si on n'a pas le visage de la personne qui dépose, même avec la plaque et le nom de l'entreprise, on ne peut pas aller au bout de la démarche. Donc c'est un projet de loi qui devrait changer, mais en tout cas le cadre législatif est important. Une fois qu'on aura tout ça, tous ensemble, moi je pense qu'on peut continuer à avancer. Bien. On a une autre question. Comment voyez-vous l'évolution de la vidéoprotection dans le futur contexte de JO de Paris? Vaste question. Alors, on va peut-être l'aborder du point de vue technique, peut-être sur ce qu'on va pouvoir faire. Philippe Hennen. Quelle est la différence entre les JO et, on va dire, de manière générale, les événements sportifs qu'on a l'habitude de je ne vais pas dire d'héberger, mais de gérer en France? On a eu l'Euro, on a eu des Coupes du Monde. Alors, il y a quand même une grande différence, c'est que dans un événement sportif avec du football, par exemple, les matchs sont les uns après les autres et ne sont pas en même temps. Dans le cas des Jeux Olympiques, il y a plein de sites et tous les sites reçoivent du public en même temps et des événements sportifs en simultané. Et j'ai envie plus de comparer ça à l'agglomération où ça va vraiment être la supervision de l'ensemble des sites qui va être importante pour les Jeux Olympiques, de vérifier que, tiens, il y a eu un événement sur le site A, qu'il n'est pas en train de se passer exactement la même chose sur l'ensemble des sites, et ça va être plus sur la partie, du coup, supervision, que cette évolution, que les évolutions vont nous aider avec la supervision de l'ensemble des sites simultanément, et de vérifier qu'il n'est pas en train de se passer quelque chose partout en même temps, quoi. C'est la volumétrie, la problématique. Donc, il y a une quarantaine de sites olympiques, plus ou moins exploités en même temps, donc avec des caméras sur les sites, exploitées localement par le comité des Jeux Olympiques, mais des caméras sur le parvis, exploitées par la ville, des caméras dans les infrastructures de transport, les aéroports, les bus, les tramways, les autoroutes. Et à un moment, il va falloir unifier l'ensemble de ces sites, unifier l'ensemble de ces caméras, et peut-être pas en permanence, uniquement en cas de problématique, de gestion de crise. Donc de nouveau, on revient, il va falloir aider le travail des opérateurs, parce qu'on va se retrouver avec des milliers de capteurs, donc des dizaines de milliers, même exactement, parce que la plupart de ces caméras sont déjà existantes, et puis elles vont se multiplier. Donc il va falloir amener la bonne information aux bonnes personnes, lui donner les bonnes procédures numériques, lui demander comment réagir, lui donner les moyens de communiquer, et de partager ensuite ces informations dans le cadre de ce qu'on a le droit de faire, collaboratif. Il s'est passé ça dans le stade, il s'est passé ça dans le parvis, il s'est passé ça dans le bus. J'ai peut-être un opérateur avec une caméra piéton, il s'est passé ça, il va falloir que je donne l'ensemble des informations à un centre de crise ou un centre opérationnel qui prenne la bonne décision. Donc, l'unification, le côté collaboratif va être le grand challenge. Après, les systèmes existent. Donc, des Jeux Olympiques, il y en a à travers le monde, il y en a même prochainement. Des systèmes à dizaines de milliers de caméras. Alors, je peux peut-être faire peur aux interlocuteurs, ça existe. Ça existe surtout parce que c'est énormément de sites sur lesquels on peut remonter à un instant T une caméra, 2 caméras. Puis ça va bien au-delà des sites olympiques, puisqu'on va gérer des millions de personnes.
ils vont visiter aussi des musées, ils vont visiter des villes, ils vont être partout. Donc cette problématique, pour que ça se passe très bien, la sûreté doit être quasiment invisible, mais elle doit être présente et partout pour faciliter. Thomas Detieux ? Alors, sur les JO, c'est vrai que c'est un événement qui est quand même très particulier, qui focalise beaucoup d'attention. Parmi les points d'attention, la sécurité est évidemment extrêmement forte. Je tempère un tout petit peu ce que vous venez de dire. Je pense que les JO sont en train de changer de nature, entre guillemets. On voit qu'il y a des préoccupations qui ne sont pas uniquement sportives, commerciales. Il y a des préoccupations écologiques très fortes sur les JO. On impose maintenant que les JO soient de plus en plus verts, entre guillemets. Il y a une sensibilité aussi du public sur la vie privée, la protection des données. Et on a des échanges depuis de nombreux mois avec la DIJOP, qui est la délégation interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Évidemment, ils ont des questions sur la vidéo intelligente pour sécuriser l'événement, mais aussi, on en est content, et pourvu que ça dure, aussi sur des réflexions sur comment est-ce qu'on peut le faire pour ne pas heurter, entre guillemets, alors je mets des guillemets à heurter, mais heurter la tendance et la volonté du public de voir aussi une vie privée, une protection des données, et ne pas tout sacrifier à la sécurité, avec un parc de caméras qui serait délirant et des algorithmes dans tous les sens. Donc, en tout cas, on sent cette envie aussi d'avoir quelque chose qui soit très privacy by design, le plus compatible possible avec le RGPD, la protection des données. Et pour l'instant, côté CNIL, on s'en félicite en tous les cas. Bien. Et puis le coût aussi, vous en parlez sur les Jeux Olympiques, c'est un événement ponctuel. Oui. Et à un moment, des dizaines de milliers de caméras à déployer, mais que se passe-t-il après ? Et la collectivité doit aussi, vous parliez des coûts et autres, comment avoir des solutions beaucoup plus agiles et beaucoup plus mobiles que l'on peut aller déployer sur une durée de 2 mois, d'1 mois, et remettre autre part. Là aussi, ça va être un enjeu. Intéressant dans le cadre des JO, c'est que cette réflexion a déjà eu lieu depuis des années, entre guillemets. Donc c'est vrai sur la partie environnementale, c'est vrai sur la partie innovation, qui est aussi dans la partie JO. Puis une notion qui est super intéressante dans les JO, c'est l'héritage. C'est-à-dire que tous les investissements faits doivent être périn, ou que viendront-ils demain ? Alors c'est vrai pour l'immobilier qui va se transférer, la ville des médias qui se transformera en logement, c'est une chose, mais c'est vrai pour nous aussi dans la sûreté. Alors nous, on a la chance d'équiper déjà une quinzaine de sites olympiques, et qui sont aujourd'hui le Stade de France, qui sont des stades déjà en exploitation pour des besoins sportifs au quotidien. Mais aussi, on nous demande de dire qu'est-ce qu'on peut faire demain, parce qu'on va peut-être rajouter des points vidéo, on va rajouter du contrôle d'accès, on va rajouter. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ensuite transférer ces investissements et les laisser, puisque le programme de JO ne va pas à 2024, mais il va à 2025. Puis est-ce qu'il y a toute cette notion d'héritage et de transformation des investissements faits. Donc ça, c'est une belle notion qui a été prise en compte dès le départ. On verra comment ça se déploie et que ça se met en œuvre, mais on est à l'aube de commencer à y travailler, parce que c'est demain quand même, 2024. Bien, merci, ça me paraît une bonne conclusion. Nous arrivons au terme du temps qui nous était imparti. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis jusque-là. Cette vidéo sera disponible en replay tout prochainement. Donc vous pouvez continuer à nous envoyer des questions. On n'a pas pu tout traiter, mais on les fera suivre avec grand plaisir. Donc merci et à tout bientôt.